Cette approche gradiste, que je viens de résumer à grands traits, a des vertus. La non moindre étant qu'elle se propose de critiquer, de fonder scientifiquement l'opinion répandue et sans doute raisonnable, selon laquelle l'homme n'est pas un animal comme les autres. Elle a cependant des limites que j'aimerais souligner à présent. D'un point de vue méthodologique et épistémologique, les systématiciens évolutionnistes se heurtent à deux difficultés majeures. La première est qu'ils peinent à aboutir à un résultat unique et reproductible. Le concept de grade, même utilisé de manière non ambiguë, est extrêmement difficile à manier. Aucun d'entre eux n'est parvenu à fournir des principes permettant de définir et des règles permettant de mesurer très exactement le degré de divergence justifiant la reconnaissance d'un nouveau grade, son identification avec un taxon et le rang hiérarchique que l'on devrait lui assigner. Doit-on par exemple former un taxon de haut rang exclusivement pour Homo sapiens, en raison du développement spectaculaire de son cerveau, dont le volume fait plus du double de celui d'Homo habilis, qui est plus proche en cela du chimpanzé que de l'homme moderne, ou inclure dans ce taxon ses ancêtres supposés, les autres espèces d'Homo. Et quel rang lui assigner à ce taxon? Si la plupart des néo-darwiniens proposent le rang familial, certains vont jusqu'à proposer celui du règne, ce qui diviserait le monde vivant en 3 règnes, végétal, animal, humain. La classification telle qu'elle est conçue par les néo-darwiniens repose ainsi pour une bonne part sur l'inventivité et l'ingéniosité du systématicien et semble relever bien plus de l'art que de la science, et ce sont les termes de ces systématiciens eux-mêmes que je cite là. La seconde difficulté, toujours liée au concept de grade, est que ce dernier mène souvent ces systématiciens à former des groupes non cohérents du point de vue évolutif, car issus de plusieurs lignées. On dit qu'ils sont paraphylétiques, pour les opposer aux groupes monophylétiques, les clades dont je vais parler tout à l'heure. Ces groupes masquent des relations de parenté étroites, dont il faudrait pourtant rendre compte dans la classification. En isolant le genre Homo dans une famille séparée, les systématiciens évolutionnistes sont obligés de regrouper les genres Pongo, celui des orang-outans, et Pan, les chimpanzés et les gorilles, dans une autre famille, la famille des pongidés au sens classique, et ignorent ainsi délibérément la proche parenté des genres Pan et Homo. D'un point de vue éthique, maintenant, on note que l'application du concept de grade au cas de l'homme est souvent ambiguë. Chez de nombreux néo-darwiniens, elle dénote non seulement l'atteinte d'un stade évolutif singulier, grâce au développement de caractères propres, mais aussi le plus grand intérêt, la plus grande dignité de ces caractères, le terme de mérite utilisé dans l'extrait que je viens de citer en témoigne, et corrélativement la plus grande dignité des groupes qui les manifestent. En glissant presque imperceptiblement d'un jugement de connaissance à un jugement de valeur, l'approche gradiste laisse ainsi ouverte la voie à l'éclosion de théories visant à introduire une hiérarchie de valeurs entre les groupes d'un rang non seulement supérieur à celui de l'espèce, les familles, les genres, mais aussi inférieur. Et là, je pense à la catégorie de la sous-espèce, exemplifiée dans le cas de l'homme par la distinction et la comparaison de races. Bien que les néo-darwiniens aient en général été de farouches défenseurs de l'égalité des races, car ils combattaient, avec des arguments génétiques, l'idée même que cette distinction de rang inférieur à celui de l'espèce fût pertinente, je fais l'hypothèse qu'une telle conception a pu favoriser bien à leurs dépens l'épanouissement de théories racistes. Pour contourner ces difficultés, une nouvelle méthode de classification émerge en 1950, la systématique phylogénétique ou cladistique. Cette méthode, qui tend à s'imposer comme le nouveau paradigme systématique, est complexe et subtile. Je me contenterai de souligner ici en quoi elle s'écarte de la conception gradiste que je viens d'évoquer. L'arbre que je voudrais discuter à présent est construit selon ces principes. C'est un cladogramme, un diagramme arborescent qui s'écarte de l'arbre généalogique sur 2 points fondamentaux. Premièrement, il n'y figure pas d'ancêtre réel, et la dimension du temps n'y est qu'implicite. Deuxièmement, il ne représente que des clades et exclut la formation de grades. Les groupes ancestraux
qui étaient chez les néo-darwiniens, considérés comme ancestraux, aujourd'hui disparus, Rhamapithecus, Australopithecus, ont ainsi la même place que les groupes actuels, Ibolates, Pongo, Pan, Homo, au bout des branches. Il ne s'agit plus en effet de déterminer qui est l'ancêtre de qui, mais qui est plus proche de qui, en fonction du partage de caractères constituant des nouveautés évolutives, soit morphologiques, la longueur des membres, la forme des dents, le volume de la boîte crânienne, physiologiques, éthologiques, ou de plus en plus souvent, génétiques. On apprend ainsi, par exemple, que le genre Australopithecus est plus proche du genre Homo que du genre Ibolates, celui des gibbons, car il partage un plus grand nombre de ces nouveautés évolutives. On peut en conclure, premièrement, que les genres Australopithecus et Homo ont en commun un ancêtre plus récent que celui qu'ils partagent avec le genre Ibolates, et deuxièmement, que cet ancêtre possédait et leur a transmis l'ensemble des caractères nouveaux qu'ils partagent. En revanche, déterminer qui des groupes représentés au bout des branches pourrait être cet ancêtre réel, pourrait être par exemple une espèce du genre Rhamapithecus, est désormais exclu de la recherche systématique. C'est une question qui relève de la biologie évolutive au sens large et mobilise d'autres concepts et d'autres hypothèses que ceux de la cladistique.